C'est que le français est la langue de travail, généralisée. Dans les entreprises qui sont astreintes au respect de la Charte de la langue française, c'est-à-dire 50 employés et plus. Le taux de francisation des entreprises est aujourd'hui d'à peu près 80-85 %. Les entreprises qui sont sous programme de francisation terminé ou en cours doivent faire rapport tous les 3 ans sur l'état du français dans leurs entreprises comme langue de communication et langue de travail. Et il y a là un ensemble de dispositifs qui permet au Québec, s'il le veut, de contrôler correctement le français langue de travail. Je dis bien si le gouvernement le veut. Évidemment que si la pression diminue et si l'Office de la langue française sert de moins en moins de, comment dirais-je, de gardien de l'application de la loi, il va y avoir un fléchissement, c'est évident, et c'est peut-être ce que nous vivons actuellement. Le français est la langue du commerce et des affaires. Je pense que vous aurez l'occasion, par la prochaine conférence, d'en entendre parler, mais je pense qu'on peut dire que tous les francophones qui le désirent peuvent être servis en français aujourd'hui et recevoir de la documentation en langue française dans tous les domaines de l'activité. De même, en général, l'affichage, l'étiquetage des produits, si vous me permettez le terme étiquetage, en fait, le français est présent dans l'ensemble de l'emballage des produits de consommation courante. Il y a énormément d'accros, et surtout les accros qui sont dus à l'internalisation du commerce. Il y a de plus en plus de produits étrangers qui rentrent sur le marché et on n'arrive pas à contrôler l'emploi obligatoire du français sur ces produits-là. Ce qui fait que quand vous allez dans les épiceries, disons, d'origine étrangère, que ce soit arabes, chinois, vietnamiens, etc., probablement que vous verrez énormément de produits qui ne sont pas conformes à la Charte de la langue française, et c'est un défi extrêmement considérable. De même, on observe que sur les produits qui sont peu vendus, il est difficile également de s'assurer qu'ils soient conformes à la Charte de la langue française. En fait, il y a toute une série de problèmes de ce côté-là. L'effet suivant, c'est l'affichage en langue française. Vous connaissez la saga de ce dossier-là. Pendant 16 ans, le français a été la seule langue de l'affichage public. Ces 16 années d'unilinguisme dans l'affichage public a laissé des traces profondes dans la mentalité des Québécois et des commerçants. C'est-à-dire que d'une part, les commerçants ont payé si cher pour se faire des affiches en français qu'ils n'ont pas eu l'intention de les transformer en affiches bilingues après le jugement de la Cour suprême. Mais en même temps, les francophones se sont habitués à voir du français partout. Et aujourd'hui, aussitôt qu'il manque un petit morceau de français à quelque part, en général, vous avez un article dans un journal. Donc, la mentalité a beaucoup changé à l'égard de l'affichage public. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure dans les inconvénients, dans ce qui reste à faire, parce que ce n'est pas fini ce que j'ai à dire sur l'affichage public. Donc, vous voyez que sur chacun des points que je viens d'évoquer, il y a des problèmes qui subsistent, dont vous pourriez discuter, mais ça fait partie de l'état des lieux, les problèmes qui restent. Donc, je passe aux défis qui nous restent. Le premier défi relève de ce que je disais tout à l'heure, l'obligation faite aux enfants de l'immigration de fréquenter l'école de langue française. Le défi que nous avons, c'est le fait qu'il y a peu d'enfants francophones dans beaucoup d'écoles de la région de Montréal surtout, ce qui fait qu'il est difficile d'implanter le français vraiment comme langue de l'école, y compris dans la cour de récréation, parce qu'il y a peu de francophones. Au fond, on demande à des immigrants de se franciser entre eux. D'une certaine manière, là, pour être brutal, je dirais ça de cette manière-là. Il y a des écoles où il y a tellement peu de francophones
que les enfants issus de l'immigration n'ont pas de contact réel avec des familles, avec un environnement, en fait, avec toute la vie d'une école française. C'est un très, très gros défi. La langue de travail. Il y a deux problèmes dans la langue de travail. D'une part, la totale liberté qui est laissée aux entreprises d'exiger la connaissance de l'anglais pour obtenir un emploi ou avoir une promotion. Ceci conformément au libellé actuel de la Charte de la langue française. Autrement dit, actuellement, une entreprise peut exiger la connaissance du français pour un emploi ou pour une promotion sans être obligé de légitimer cette obligation-là. Il revient à la personne qui postule à l'emploi ou à la promotion de protester si elle trouve que l'exigence est inadmissible ou non fondée. Vous comprenez bien que quand on est candidat à un emploi, ce n'est pas le moment d'aller contester l'employeur qui nous l'offre. Ce qui fait que maintenant, on risque fort, dans l'état actuel des choses, de revenir exactement à la situation d'avant la loi 22, c'est-à-dire à la situation où l'anglais était la langue la plus importante pour obtenir des bonnes fonctions, pour avoir des bonnes jobs. Et je pense qu'on est sur ce chemin-là actuellement. Vous allez tourner... même les francophones... Non, je ferai ça tout à l'heure. La deuxième chose que je voulais dire, qui est le deuxième défi qui nous reste, c'est la totale liberté d'embauche qui est laissée aux entreprises de 49 employés et moins. Au fond, ces très petites entreprises peuvent, du point de vue de la langue de travail, faire exactement ce qu'elles veulent. Ce qui fait qu'elles peuvent très bien embaucher des unilingues anglais sans leur demander de savoir le français. Ce qui fait également que dans un établissement quelconque, la langue de travail peut être l'anglais ou la langue du patron, et puis la langue de service, le français. C'est la situation que l'on voit très souvent dans les restaurants. Le personnel qui fait le service auprès des clients le fait aussi bien en français qu'en anglais, donc de ce côté-là, la langue de service est conforme à la loi. Mais en même temps, aussitôt que la serveuse ou le serveur se retourne de bord, il passe la commande en anglais à la cuisine. Donc, à toute fin utile, l'anglais est la langue de travail de cette institution-là. Et ça a une importance réelle parce que les petites entreprises sont très souvent les premiers employeurs des immigrants récents qui arrivent. Et c'est là qu'ils trouvent, en général, un premier emploi de dépannage sans trop se demander si c'est conforme à leur spécificité professionnelle. Mais il y a une relation entre francisation des immigrants et politique des petites entreprises de 49 et moins. Dans la langue d'affichage, le problème que l'on a actuellement, c'est d'une part la difficulté et d'autre part le laxisme dans l'application du principe du français langue prédominante. C'est d'après le jugement de la Cour suprême, parce que parfois on pense que c'est l'Office de la langue française qui tient absolument à ce que le français soit plus gros que l'anglais ou une autre langue. Ce n'est pas tout à fait juste. C'est la Cour suprême qui a édicté cette règle-là. La nette prédominance du français dans l'affichage public est le résultat du jugement de la Cour suprême. Mais en même temps, personnellement, je sais que c'est extrêmement difficile de déterminer si c'est nettement prédominant ou pas. Évidemment que la manière la plus simple, c'est de tabler sur la taille des lettres, la taille des textes. Et là, vous tombez dans l'inconvénient des fonctionnaires qui se promènent avec leurs règles à mesurer, et ça permet de faire des articles extrêmement satiriques sur le fonctionnaire qui mesure des lettres. Mais ce n'est pas le seul problème. Le problème des couleurs est tout aussi compliqué. Si vous êtes dans le domaine du graphisme, dites-moi si c'est le rouge sur le blanc qui est le plus important ou le blanc sur le rouge. Ça, c'est le test de la soupe Campbell.